Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Immédiat. Et je suis avec Jean-Yves. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Floriane. Alors, au programme du jour, on aura une météo de l'info avec vous, Jean-Yves, une météo qui réveille, ou du moins qui appelle au réveil. Et puis, on passera à l'image de la semaine. L'image de la semaine, c'est un bobard intégral produit par Libération et il concernera le Maroc. Bravo Libé. Bravo Libé. Bravo Libé. On le dit régulièrement, mais là, cette fois-ci, bravo Libé. On continuera avec le dossier du jour qui sera un dossier consacré à Lampedusa, un gros dossier. Vous allez voir, il y a beaucoup de choses à dire. Et puis, il y aura les pastilles de l'information, le portrait piquant de la semaine. Mais ne nous quittez pas pour la fin des pastilles de l'information. Vous verrez, le coup de chapeau est consacré à un petit sketch qui s'appelle Leçon de journalisme. Jean-Yves, vous allez trouver ça savoureux, je crois. Ah oui, savoureux. Regardez, d'abord sur Immédiat et après en intégralité, ça vaut le coup. Exactement, vous aurez le lien juste en dessous, comme vous en avez l'habitude. N'oubliez pas, je vous le rappelle à chaque fois, mais il faut penser à cliquer sur le pouce en l'air. Vous pouvez déjà laisser un commentaire si vous le souhaitez et puis partager cette émission si le contenu vous a plu. Immédiat 459, c'est parti. Dans la Rome du Bas-Empire, les barbares étaient aux frontières, mais la plèbe avait droit à du pain et des jeux. En 1453, dans Byzance, assiégée par les Turcs, les théologiens discutaient du sexe des anges. Nous en sommes là. Aujourd'hui, à Lampedusa, des masses d'Africains déferlent sur l'Europe. Mais les médias nous parlent du prix de l'essence, que les gros de la distribution sont autorisés à vendre à perte. Les médias montent aussi un scandale contre ce gynécologue qui a refusé d'examiner un homme trans, se prétendant femme, au motif qu'il avait des organes génitaux masculins. Européens, réveillez-vous. Place maintenant au dossier du jour consacré à Lampedusa. Je vous propose de commencer avec un tweet de F2 Souche qui nous indique que désormais il y a quasiment 14 000 migrants qui ont débarqué de façon clandestine en Italie en une semaine. Les débarquements continuent d'ailleurs. Un compte à suivre, chers téléspectateurs, si vous voulez plus d'informations sur ces débarquements ou des vidéos sur la situation sur place, eh bien c'est le compte de Radio Genoa qui centralise énormément d'informations. Alors bien sûr, restez prudent, croisez les sources, mais il y a beaucoup de contenu sur ce compte. D'ailleurs, ce compte est shadowban, est interdit dans plusieurs pays. Certains de leurs tweets ne sont plus visibles selon le pays dans lequel on habite. Vous savez, c'est la fameuse politique européenne de sécurité sur les contenus. C'est-à-dire de censure de tout discours qui peut être assimilé comme un discours de haine, c'est-à-dire en gros un discours critique sur l'immigration, ou tout simplement des images qui montrent la réalité d'une invasion. Voilà. Alors, si ils sont censurés sur ils ont été censurés Twitter, en France, par exemple en Pologne, en République tchèque, en Slovénie, en Hongrie. On peut aller les retrouver sur Telegram. Et Telegram ne censure pas encore, en effet. Alors, notamment sur Radio Genoa, mais cela a pu être croisé sur différentes sources. Et par exemple, France News 24, on avait des images du maire adjoint de Lampedusa qui avait déclaré « Nous ne voulons pas accueillir de réfugiés. Lampedusa doit rester un lieu de liberté. Notre gagne-pain dépend du tourisme et de la pêche et de rien d'autre. » Il avait également donné un entretien dans Local Team, dans lequel il disait que ce n'était pas de l'hospitalité, ce qui avait lieu actuellement à Lampedusa, mais du trafic de chair humaine. Voilà des mots forts pour ce vice-adjoint au maire. Jean-Yves, un commentaire peut-être oui, sur ces propos toutes ces qui vidéos... n'ont pas été repris dans la presse française. Pardon ? Qui n'ont pas beaucoup été repris dans la presse française. Toutes ces vidéos, toutes ces déclarations, on les trouve peu dans la presse française, en tout cas pas dans les principaux médias. Voilà. Et donc il y a là des images, des faits que les médias de grand chemin veulent cacher.
Alors, les médias français ont tout de même été forcés de parler de la colère des habitants qui montent face à cet afflux de migrants à Lampedusa. Alors, bien sûr, ils font des interviews qui montrent différentes façons d'être en colère, mais on a Europe 1 qui l'a mentionné, France Info pour les citer. Et si les médias en parlent assez peu, il y a des journalistes qui se rendent sur place et qui font part de cette vérité. Je vous propose d'écouter par exemple le témoignage d'Éric Tegner qui était sur place. J'étais tout simplement en train d'interviewer les migrants depuis tout à l'heure et il y a une dame du coup qui travaille pour l'Union Européenne qui est venue me voir en m'expliquant que j'avais pas le droit de filmer les visages de ces migrants-là. Et pourquoi ? Parce qu'elle me dit que en fait beaucoup sont en procédure de visa parce qu'ils viennent de zones de guerre. Lorsque les vidéos viennent en fait des ONG ici, ils cherchent d'abord à montrer ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que si pour le coup ils n'ont aucun problème de filmer le visage de ces migrants lorsqu'ils vont expliquer qu'ils fuient la guerre, mais lorsqu'ils vont expliquer qu'ils ne viennent que pour des raisons économiques, eh ben là ça les dérange. Tous ces Guinéens, de ces Ivoiriens qui expliquent qu'ils viennent ici pour gagner mieux leur vie. Ils ont le droit de le souhaiter, mais en attendant, on a le droit de le savoir aussi lorsque la majeure partie des entrées en France sont faites sous des demandes de visa pour des raisons économiques, alors que souvent on fait croire justement qu'ils fuient la guerre. Je crois que l'essentiel qui est dit, c'est que les médias expliquent que ce sont des réfugiés qui fuient la guerre. La réalité, c'est qu'ils viennent là pour des raisons économiques, pour gagner leur vie en travaillant ou par l'aide sociale, et absolument pas par ceux qui fuient la guerre. Alors dans l'émotion, ils confondent un peu demande de visa et demande d'asile, donc on corrige. Mais ce qui est intéressant dans son témoignage, c'est qu'il explique que les autorités officielles des ONG ne veulent pas qu'on laisse apparaître des clandestins qui disent la réalité des choses et non pas le discours que les ONG propagent sur l'ensemble des médias européens, à savoir que ce sont des pauvres petits chéris qui fuient la guerre. Il y a de nombreuses personnalités aussi qui ont pu se rendre à Lampedusa. C'est le cas par exemple de Marion Maréchal. Et visiblement, cela n'a pas plu qu'elle se rende sur place. On a François Gémen, par exemple, qui s'est plaint de l'exaspération des populations, qui va faire monter les populismes, les nationalismes, les extrémismes. Et Marion Maréchal a très bien compris ça puisqu'elle a sauté dans le premier avion pour aller faire sa pin-up sur l'île de Lampedusa. François Gémen, c'est un membre du GIEC. Alors, Marion Maréchal a pu lui répondre sur LCI. Toutefois, il était également sur le plateau. Je vous propose d'écouter la séquence. Avant tout, permettez-moi de répondre aux propos particulièrement méprisants à mon égard que j'ai entendus sur votre plateau. Je ne suis pas venue ici faire la pin-up. Contrairement à ce que j'ai entendu, je suis venue ici apporter un message de soutien aux Italiens et au peuple italien qui se sont abandonnés. Jean-Yves, qui est ce François Gémen du GIEC ? Alors, ce François Gémen, c'est un petit malin et même un gros malin. Il a trouvé un filon. Il a trouvé un filon pour passer dans les médias, il a trouvé un filon pour trouver des subventions pour son université, 7 millions d'euros de l'Union européenne pour son labo de l'université de Liège. Il a trouvé un filon pour faire les ouvertures, les conférences d'ouverture des grandes écoles françaises, enfin grandes écoles qui sont de moins en moins d'ailleurs, comme HEC et Sciences Po. Quel est ce filon ? C'est de lier la question climatique et la question de l'immigration. Donc il explique, il reprend les thèses officielles sur le réchauffement anthropique, enfin vous connaissez, on va pas, la culpabilité de l'homme européen dans le réchauffement, etc. Et ce réchauffement justifie que les populations se déplacent du sud vers le nord. Voilà. Donc il lie les deux grandes thématiques politiquement correctes, l'immigration et le climat. Alors là, c'est le jackpot. Il a le totem d'immunité. C'est le jackpot, voilà, absolument, le double tandem d'immunité, à tel point qu'il peut se permettre de faire une réflexion atrocement machiste dans le contexte tel qu'on est aujourd'hui, et ça passe, alors là, ça passe crème. Il peut traiter Marion Maréchal de pin-up, il n'y a pas de problème. Il est au camp du bien, il est au super camp du super bien, ce Gémen. Voilà. Jean-Yves, figurez-vous que ce François Gémen, il y a quelques jours, il s'est retrouvé en caleçon devant la France entière. Je vous propose, chers téléspectateurs, de ne pas manquer cette séquence.
Turquie est également sous les eaux et nous pourrions comme ça faire une liste. Voilà un type qui tient des propos épouvantablement machistes, voilà un type qui se ridiculise, et voilà un type qui va continuer à être invité partout. Bien, écoutez Jean-Yves, on va rester sur d'autres invités pour continuer cette émission. Et par exemple, Nadine Morano, qui a été l'invitée de BFM TV et qui a été mise en cause par Sami Sfaxi, un de leurs reporters. Je vous propose d'écouter cette séquence qui est très intéressante à analyser. Un nouveau bateau des gardes-côtes italiennes qui a accosté ici au port militaire, à bord des hommes, des femmes et des enfants. Toutes ces personnes, ces hommes, ces femmes et ces enfants sont pris en charge. On a vu avec Siona des femmes enceintes et des nouveau-nés aussi. J'écoute votre journaliste là, il est entré dans le hotspot ou quoi? Franchement, je suis désolée, mais il raconte n'importe quoi. Là, les 11 000 qui sont arrivés en 48 heures... Il raconte ce qu'il a vu cet après-midi, c'est ce qu'il disait. Bon, je sais pas ce qu'il a vu, je sais pas où il est allé. 11 000 hommes, quelques femmes... Nadine Morano, vous avez mis en cause notre journaliste qui est sur place. Si vous voulez vous répondre, Sami est avec nous. Parce qu'il ne peut pas dire qu'il y a autant de femmes, d'enfants et de... C'est pas possible, ça. Je peux pas entendre un discours pareil, parce que ça, c'est de la désinformation. Alors, Sami. Vous avez dit il y a un instant que je disais n'importe quoi. Nous, on a tourné les images. On n'a pas dit qu'il y avait autant d'hommes que de femmes. On a dit qu'il y avait des hommes, des femmes et des enfants. Et on les a rencontrés, ces femmes, et on les a rencontrés, ces enfants. Alors, c'est très intéressant, Nadine Morano, à un double titre. D'abord sur le titre de la désinformation, c'est-à-dire qu'il y a une masse d'hommes considérable, on le voit sur toutes les images. D'ailleurs, même les statistiques de Frontex sur l'année dernière considèrent que dans les clandestins, il y a 92% d'hommes. Donc voilà, 92% d'hommes. Et dans les masses qu'on voit débarquer à Lampedusa, il faut vraiment très bien chercher les femmes et encore plus les enfants. Mais ça fait rien. Il suffit qu'il y en ait 1 ou 2 ou 3 ou 4. Évidemment, c'est sur eux que le journaliste désinformateur de BFM TV va focaliser. Et Nadine Morano dit très bien les choses. D'ailleurs, il y a ces propos qui sont très clairs. Des hommes, des femmes, des enfants qui est répété 3 fois par ce fameux Sami Sfaxi pour insister sur la présence de ces femmes et de ces enfants. Des enfants, des hommes. Il le répète 3 fois. Et comme le dit Nadine Morano, mais c'est une question de proportion. Et la proportion, c'est ce qu'on appelait un cheval, une alouette. Il y a 99 hommes pour une femme et un enfant, mais ça fait rien. Dans les médias, on déforme la réalité. Nadine Morano dit aussi quelque chose de fort. Elle utilise le mot invasion. Mais qu'est-ce qu'on fait, Floriane, face à une invasion ? Écoutez, vous allez nous le dire. Vous aurez sans doute une réponse. Je crois que face à une invasion, il n'y a pas d'autre solution que le recours à la force. Très curieusement, c'est le non-dit. Les hommes politiques hésitent à aborder la question et les médias n'en parlent pas. Voilà. Mais face à une invasion, il n'y a pas d'autre solution que le recours à la force, qui peut prendre des formes différentes, du blocus maritime, de la destruction dans les ports d'origine des rafios de transport avant qu'ils soient chargés de passagers. Ça peut être aussi l'utilisation des forces spéciales pour neutraliser les réseaux de passeurs. Mais ne pas poser la question du recours à la force face à une invasion, c'est vraiment un problème, c'est une occultation majeure. C'est les choses dont on ne parle pas, et dont on ne parle pas parce qu'effectivement, il y a les images pseudo-humanitaires. L'objectif, quand on montre des femmes et des enfants qu'on a eu du mal à trouver, c'est précisément pour interdire cela. Voilà. C'est un but d'interdiction. L'émotion est au service de l'interdiction. Mais d'ailleurs, vous parliez des femmes et des enfants, Jean-Yves, mais il y a un article, il faut le souligner, qui est particulièrement extraordinaire. C'est l'article du Point. Il y a beaucoup de femmes migrantes, mais elles sont invisibles. Ça, c'est leur titre. Et c'est une citation
qui nous vient du cofondateur de l'association Utopia. On a Thierry Mariani aussi, comme ça on aurait fait un peu la tournée des politiques, qui précise que les personnes qui arrivent à Lampedusa sont des migrants économiques et en aucun cas des réfugiés politiques. Chacun peut voir qu'il n'y a que très peu de familles et il stipule qu'on ne peut pas accueillir tous les réfugiés économiques qui viennent d'Afrique car ils seront des millions. C'est effectivement exponentiel. Et avant de conclure ce dossier sur Lampedusa, je vous propose aussi d'écouter une responsable de SOS Racisme, c'est la vice-présidente, qui fait des comparaisons, très intéressantes. La seule solution, c'est d'accueillir ces personnes migrantes en dignité à travers tout le territoire européen, parce qu'il faut arrêter avec un discours qui est très important, mais qu'entretient Grégoire de Fournas. L'immigration n'est pas un robinet avec lequel on pourrait arrêter des flux. C'est totalement utopique de croire ça. L'immigration, c'est comme un phénomène que moi, en tant que femme, je peux vous décrire, c'est la question de l'avortement. Ce n'est pas parce qu'on va abroger des voies légales d'immigration qu'il y aura moins d'immigration. Ce qui est assez intéressant, c'est de constater qu'on peut comparer l'immigration et le droit à l'avortement. Dans tous les cas, on est sur une idéologie qui reste très mortifère, je trouve. Je vous propose d'écouter les propos de Gérald Darmanin qui seront suivis de la douloureuse réalité. France, comme l'a dit le président de la République à la première ministre italienne, va aider l'Italie à tenir sa frontière pour empêcher les gens d'arriver. Et pour ceux qui sont arrivés en Italie, à Lampedusa et dans le reste de l'Italie, nous devons appliquer les règles européennes que nous avons adoptées voilà quelques mois, qui consistent à faire les demandes d'asile à la frontière. Et donc, une fois qu'on fait les demandes d'asile à la frontière, on constate qu'une grande partie de ces demandeurs d'asile ne sont pas éligibles à l'asile et doivent repartir immédiatement dans les pays d'origine. C'est une darmarinade de plus. Après les Anglais au Stade de France, voilà, c'est une darmarinade de plus parce que depuis qu'il a parlé, où il a dit on va arrêter, il est arrivé entre 5 et 6 000 envahisseurs de plus à Lampedusa. Voilà. Ouais, c'est la fermeté à la Darmanin. Et dans le même temps, le préfet des Alpes-Maritimes, qui a priori applique quand même les ordres de M. Darmanin, est en train de multiplier les possibilités d'accueil de ces envahisseurs, notamment en réquisitionnant un hôtel Ibis. Un hôtel Ibis et un terrain sur la commune de Menton pour prendre en charge des migrants pour faire face à l'afflux de Lampedusa. Ça, c'est BFM TV qui l'a appris. Il y a Nice Matin également qui a publié un article sur les propos de ce propriétaire d'hôtel, le gestionnaire du moins. Ça nous est tombé dessus d'un coup. Ce n'est pas cool. Désarroi et confusion dans un hôtel réquisitionné pour des migrants mineurs à Menton. Et donc ce préfet des Alpes, il s'est empressé de dire que non, il n'y a pas de réquisition en cours pour la création d'un camp de migrants à Menton. Pourquoi est-ce qu'il se permet de dire cela ? C'est parce qu'il ne va pas créer un camp d'accueil, mais un centre d'hébergement temporaire. Oh, bah voilà. Voilà, le jeu sur les mots. Nous voilà rassurés. C'est intéressant. Là aussi, la force consisterait à fermer ou filtrer la frontière avec l'Italie, comme d'ailleurs l'Allemagne le fait. Hein ? Eh bien, écoutez, Europe 1 nous stipule que Menton se prépare à faire face à une augmentation des traversées. D'ailleurs, il faut vivre avec. Voilà. Et trouver les solutions qu'on peut. Vous voyez, la darmarinade, là. Darmanin nous dit on les repousse, ils continuent d'arriver massivement. Et le préfet des Alpes-Maritimes, qui est changé d'ailleurs, on verra ce que fera le nouveau, le préfet des Alpes-Maritimes prévoit, réquisitionne des hôtels pour loger les petits anges. L'image de la semaine, Jean-Yves, c'est cette une de Libé, cette une du 11 septembre 2023. Ils ont sélectionné cette image. On voit une femme qui a les yeux fermés dans une position de souffrance. Elle est au Maroc, naturellement. C'est une image qui fait suite au séisme violent qui a frappé ce pays. Et ils ont rajouté ce titre « Aidez-nous, nous mourrons ». En silence. Il se trouve que cette une de Libération a été fact-checkée, comme Libération aime le faire, par Maroc Defender. Et on a ce tweet de Faiza Ben Mohamed que je vous propose de regarder. Il remet en situation la photo et vous allez tout comprendre.
Alors, Jean-Yves, cette femme ne dit pas du tout « Aidez-nous, nous mourrons au silence », mais il se trouve qu'elle est filmée en disant « Vive le roi » et que c'est une image AFP dans un premier temps, puis que Libé a reprise, mais en rajoutant ce sous-titre qui est totalement hors contexte. Alors, il y a un double biais. Il y a d'abord, on joue le surémotionnel, avec l'image de la femme qui est en détresse, ce qui est normal après ce qu'elle a subi. Et puis le texte « Aidez-nous, nous mourrons en silence ». Et là, on est dans le mensonge absolu, parce qu'en fait, elle dit « Vive le roi ». Voilà, le Maroc est une monarchie, un certain nombre de Marocains sont attachés à la monarchie. Ça, c'est pas la ligne de Libé. Aidez-nous. Aidez-nous, c'est la ligne de Macron qui veut absolument aider le Maroc, qui ne veut pas de son aide. Voilà. Absolument. Alors, à noter que cette journaliste dont on a repris le tweet, qui a retweeté cette séquence, il s'agit de Faiza Ben Mohamed, comme je le disais. Elle est journaliste pour l'agence Anadolu et spécialiste des questions d'islamophobie, et qu'elle est aussi franco-marocaine. Et elle dit que cette caricature est à vomir, voilà, pour Libération. Ce qui est intéressant aussi, si on continue sur cette journaliste, et si on continue sur le Maroc, c'est qu'elle a commenté aussi la petite vidéo de soutien d'Emmanuel Macron qu'il avait faite. Il avait tweeté « Marocains, Marocaines, Marocains ». Nous sommes à vos côtés, en parlant des polémiques qui viennent diviser et qu'il fallait arrêter tout cela. Et c'était un message adressé au peuple marocain. Là aussi, Jean-Yves, il y a un commentaire à faire. C'est une faute diplomatique et politique de Macron. Le Maroc a un gouvernement marocain, un régime. On ne l'a pas choisi, ce n'est pas le nôtre, mais il existe. Et donc Macron devrait s'adresser non pas aux Marocains directement. Les Marocains ne sont pas ses sujets. Les Marocains ne sont pas des citoyens de la République française. Ce sont des sujets du roi du Maroc. Il aurait dû s'adresser au roi du Maroc. Il faut respecter la manière dont les autres voient les choses. Autant nous sommes en droit d'exiger des gens qui viennent en France, venant d'ailleurs, qu'ils respectent nos lois, autant nous devrions respecter les règles des autres, en tout cas dans les dispositions diplomatiques. Mais Macron ne le fait pas et il fait mépriser la France dans le monde entier à cause de cela. Et c'est vrai que la diplomatie, et notamment dans sa belle époque en France, c'était se mettre à la place de celui qu'on regarde. Sauf qu'en France, visiblement, comme vous venez de le dire, on va d'erreur en errance. Et Emmanuel Macron, d'ailleurs, a réussi à nous le prouver à nouveau. La ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, avait affirmé vendredi dernier, dans un entretien à LCI, que le chef de l'État avait été invité par le roi du Maroc, Mohamed VI. Or, selon l'agence de presse officielle marocaine, il n'est pas du tout prévu, il n'est pas du tout à l'ordre du jour qu'Emmanuel Macron se rende au Maroc. C'est un énième camouflé, on ne les compte plus. Les médias ne disent pas que Macron est une catastrophe diplomatique pour la France dans le monde entier. Dans le monde entier. Il publie juste les erreurs, mais sans trop dire que c'est une erreur. Alors effectivement, c'était Emmanuel Macron qui avait déclaré en mars dernier que les relations entre le Maroc et Paris étaient bonnes et amicales, et qu'à Rabat, on lui avait répondu de cette façon: les relations ne sont ni bonnes ni amicales, point. Point final. Donc depuis mars, ça ne s'est pas vraiment arrangé. Pas vraiment, non. Visiblement. Pas vraiment. On commence ces pastilles de l'information avec une actualité particulièrement inquiétante. 9 établissements scolaires, lycées, collèges et centres de formation également, ont dû être évacués en France. Je vous fais une rapide revue de presse. Sud-Ouest menace sur des lycées après la Gironde. Les évacuations se multiplient en France. Plusieurs établissements scolaires évacués en Seine-Maritime, Seine-Saint-Denis, dans les Hautes-Pyrénées et les Yvelines. Le Figaro: j'ai posé une bombe dans votre établissement. Des collèges et lycées évacués après des menaces d'attentats. 20 minutes, plusieurs lycées visés par des menaces d'attentats et des messages inquiétants.
Et finalement, il n'y a que Valeurs actuelles pour rentrer dans le vif du sujet avec le titre suivant. Saint-Denis, un lycée évacué après la réception d'un mail menaçant d'exterminer tous les koufars. Heureusement qu'il y a Valeurs actuelles pour dire les choses, parce que quand on regarde la géographie de ces lycées et la population de ces lycées, on voit que ce sont des lycées frappés par une immigration massive et que ce sont des lycées où il y a des problèmes d'abaya. Voilà. Donc, mais ça, pour les médias, on ne connecte pas, alors même que le Conseil d'État doit à nouveau se prononcer sur des référés à propos de la disposition prise par M. Attal concernant l'interdiction des abayas dans les collèges et les lycées. Mais c'est intéressant que vous disiez ça, Jean-Yves, parce qu'on a Libération qui a titré donc 9 établissements scolaires à travers la France évacués après des menaces d'attentats. Bien évidemment, il ne mentionne pas ce mail qui parle de koufars. Koufars, ça veut dire les mécréants. Les mécréants, voilà. Les mécréants. C'est-à-dire ceux qui ne sont pas musulmans. Voilà. Tout à fait, pour les téléspectateurs qui ne seraient pas au courant. Et la première phrase de l'article de Libération est intéressante. Une vague d'alerte à travers tout le pays qui pose question. Visiblement, Libé ne s'est pas posé la question. Ça pose question, oui. Parfois, dans la vie publique, il y a des balles qui se perdent. Et là, ça a été le cas. C'est Stéphane Bern qui s'est lâché sur une femme politique. Et cette femme politique, c'est Elisabeth Borne. Voilà ce qu'il a dit. « Aujourd'hui, je ne peux pas dire que la Première ministre soit une passionnée de patrimoine. Ça se saurait. Elle a l'air davantage attirée par les éoliennes et tout ce qui vient d'Allemagne et de Chine. C'est quelqu'un avec qui je ne pourrais jamais m'entendre. » Jean-Yves, un commentaire peut-être sur... Il est assez courageux, Bern. Il est même très courageux parce qu'il a quand même des fonctions semi-publiques. Et il tacle la première ministre. Ouais, c'est pas mal. Il fait un très bon travail, hein. Honnêtement, il fait un très bon travail. Il parle bien sûr des éoliennes quand il parle de la Chine et de l'Allemagne. Bien sûr. Il fait un très bon travail, défense du patrimoine, défense du paysage, et puis il est courageux, voilà. Et il est dans les médias quand même, donc il peut y avoir... il est dans les médias, puisqu'il a eu une très belle émission d'ailleurs sur le service public. Secret d'Histoire. Sur Secret d'Histoire, voilà. Donc, bon, voilà. Il peut arriver qu'il y ait finalement des hommes de médias, de grands médias, qui puissent faire de bonnes choses et qui soient courageux. On ne le dit pas souvent, mais on peut le dire au cas particulier. Un article fabuleux du Monde, chers téléspectateurs. Parfois, je pète un câble et j'engueule les bruyants, les sans-gêne sonores, cette plaie. Et alors, ce qui est absolument fabuleux, c'est l'image d'illustration qui est choisie, qui est une image qui est prise par Toby Bureau, GoVision Graphic Obsession. Donc, elle vient visiblement d'une banque d'images. Pour ceux qui ne regardent pas leurs écrans en nous écoutant, eh bien, je vous fais la description. On y voit un bus rempli d'hommes blancs, d'hommes et de femmes blancs. Un homme est au téléphone avec un sourire hilar et il n'a autour de lui que des regards très désapprobateurs des femmes qui le regardent ainsi qu'un couple qui fronce les sourcils. Donc le sous-texte de cet article du Monde, il crache le son des conversations privées, des commentaires de match, de la musique du jeu vidéo, les smartphones réglés sur haut-parleurs dans les lieux publics et les transports en agacent plus d'un. Une pollution sonore dont il faudrait s'accommoder pour son propre bien. Et l'image, alors ça c'est du bobard par l'image, hein. Comme on a commencé avec Libé, avec le bobard par l'image, sur la femme marocaine à qui on faisait dire le contraire de ce qu'elle avait dit, en gros. Il y a le bobard par l'image du Monde. Le bobard par l'image, c'est l'idée quand même que les gens qui font du bruit dans leur téléphone, dans les transports en commun, ce sont les hommes blancs portant des cravates. C'est sûr que si on va dans les transports en commun des grandes villes en France, on est très frappé par le nombre d'hommes blancs en cravate qui font du bruit. Il peut y en avoir, mais c'est pas forcément la majorité, hein. C'est comme les poissons volants, il y en a, mais c'est pas la caractéristique de l'espèce tout de même.
Voilà. Mais là, c'est le bobard par l'image. C'est le bobard par l'image. Ça rappelle un peu la communication publicitaire sur la fraude de métro qui avait été faite par la RATP, où on ne voyait que des hommes blancs qui sautaient par-dessus les barrières, qui oubliaient leur passe Navigo lors du contrôle, etc. C'est quelque chose de récurrent, c'est la cible facile. Oui. Et là, c'est choisi, si vous voulez. Parce qu'on choisit une image d'agence qui n'a rien à voir avec la réalité. Rien à voir avec la réalité, rien. C'est le virtuel. C'est le virtuel. D'ailleurs, on le sait très bien, dans les transports, on ne voyage pas avec autant d'espace et autant d'essence. Non, il doit pas prendre, le gars du monde, il ne doit pas prendre souvent les transports en commun. Ça fait très longtemps. Ou alors, il connaît des états de grâce dans la ligne 13, mais ça, c'était NKM. Peut-être qu'on s'approprie une citation pas appropriée pour cette Il réserve, vous savez, moi, j'ai connu un préfet. Un jour, on lui dit, il n'y a pas de... il y a des embouteillages, sa secrétaire dit « Monsieur le préfet, il faut prendre le métro ». Et il répond « Très bien, téléphonez pour réserver ». Voilà, c'était il y a un certain nombre d'années. Enfin là, je pense que c'est ce qui s'est passé. Sur Twitter, on peut dénicher de nombreuses choses et je crois qu'il faut faire un petit coup de chapeau à Damien Rieu qui a repéré un fraudeur. Je vous propose de regarder un petit peu ce qu'il promeut et ce qu'il cherche à vendre. Et aujourd'hui, je vous propose un accompagnement. Je vous aide à toucher l'allocation adulte handicapé, 971 € par mois, sans rien foutre, qui tombe par mois, versé par la caisse d'allocation familiale. Et je perçois le cumul de l'AAH, l'ASS, APL jusqu'au 31 décembre 2026, soit 1 800 € net par mois qui tombent dans mon compte sans rien foutre, sans bosser. Vive la France! Alhamdoulilah, je peux toucher l'AAH en vivant à l'étranger. Je suis juste handicapé sur le papier parce que je me suis arrangé avec un médecin, parce que je l'ai manipulé. Tous ces crétins de salariés, ils vont bosser pour payer mes allocations. Vous me donnez 300 €, vous allez toucher votre AAH. Je vais vous donner, même si vous êtes en bonne santé. On va trouver une dépression, on va trouver un truc. C'était Mertel Bourdain. C'est assez intéressant, c'est un tuto. Ils vendent un tuto pour frauder l'allocation, toutes il explique qu'on peut gagner 1800 € payés par les types qui travaillent à ne rien faire. Malheureusement, c'est de la fraude sociale industrialisée, ce que dénonce à juste titre le magistrat Charles Prats. Qui a d'ailleurs fait un tweet en disant que cet influenceur qui revendique haut et fort son mépris des travailleurs, parce qu'il se paye quand même bien les salariés en passant, il explique que sa place serait devant le juge pénal et qu'il y a des solutions de l'État pour choper ce genre d'individus et empêcher qu'ils ne volent l'argent des Français. Visiblement, ce n'est pas remonté aux oreilles du gouvernement. Alors, à noter que cette vidéo a disparu du compte YouTube de cet individu, mais que j'ai quand même réussi à retrouver son compte YouTube. Je vous propose de regarder quelques secondes de sa vidéo d'introduction et de présentation de chaîne. Dans mon parcours en quête de liberté financière, j'ai testé pas mal de trucs. Voilà. J'ai commencé par de l'IMO, sans succès, la bourse aussi, et finalement j'ai trouvé ma voie dans l'e-commerce. Voilà ce Mertel avec sa bannière Drop Market Empire, des influenceurs comme ça, ou plutôt devrais-je dire des arnaqueurs, il y en a des tas, et en principe ils vous proposent de devenir millionnaires. Ils ont eux-mêmes échoué à de nombreuses reprises dans de nombreux domaines auparavant avant d'atterrir sur Internet pour essayer de vous vendre des choses. Méfiez-vous, quand c'est gratuit c'est vous le produit, mais quand c'est payant c'est encore plus puant. Des militants d'Extinction Rébellion ont fait une action en Alsace le week-end dernier, à Colmar très exactement. Ils souhaitaient protester contre l'enfouissement de plusieurs tonnes de déchets toxiques sous la nappe phréatique à Wittelsheim. Et pour cela, ils ont fait une action avec du colorant vert, Jean-Yves. Et qui a tué les poissons. Eh bien, ça a tué les poissons. Alors, 2 mots sur Extinction Rébellion. Ils font des actions symboliques
en étant très peu nombreux, mais qui sont immédiatement reprises et amplifiées par les médias. Donc c'est les médias qui créent leur existence. Et de surcroît, une partie de ces actions sont financées, on explique que c'est des militants, en fait, notamment dans des manifestations qui ont eu lieu à Londres, en fait, c'était tout simplement des figurants payés par des associations de Soros, quoi. Voilà. Donc, Extinction Rébellion, c'est un mouvement sorosien qui fait un peu n'importe quoi, il faut bien le dire, et au cas particulier, on a de la peine pour les poissons, quoi. Voilà. Ça, c'est certain. C'est une action qui aura été remarquée. Et d'ailleurs, ce colorant vert, il est resté très, très visible plus de 24 heures après sa dispersion, avec des photos de poissons de poissons morts, qui remontent à la surface, qui ont été largement partagées par les internautes. Je vous propose de regarder désormais un petit extrait d'Elon Musk qui était interviewé. Il a lui-même retweeté cet extrait vidéo qui n'est pas nécessairement récent, mais qui rejoint un petit peu notre propos de la semaine dernière sur Wikipédia. On écoute ça tout de suite et après je vous laisse commenter, Jean-Yves. History is written by the victors. It's like, well, yes, but not if your enemies are still alive and have a lot of time on their hands to edit Wikipedia. History is written by the people who can harness the most editors. Il a toujours beaucoup d'humour, Elon Musk. C'est vrai que l'histoire est écrite par les vainqueurs. Là, en l'occurrence, sur Wikipédia, l'histoire est écrite par les gens qui sont payés par les associations pour intoxiquer finalement le monde. Alors, je redis ce que j'ai dit la semaine dernière. Wikipédia demande souvent de les aider. Il ne faut pas les aider parce que l'argent qu'on leur verse sert à payer des permanents de désinformation. Et le coup de chapeau tant attendu, on vous en parlait dans l'introduction de cette émission, c'est une leçon de journalisme qui est proposée par le réalisateur Laurent Firode, qui avait déjà produit plusieurs films, deux qui avaient fait peu de bruit parce qu'ils n'étaient parus que dans une seule salle, mais qui avaient beaucoup tourné sur les réseaux de Twitter. C'était Le Monde d'après, ça parlait de l'ère post-covidienne notamment. Le principe, c'est que ce sont des petites scénettes qui abordent des sujets un peu chocs. Donc voilà, il y avait eu le Covid, il y avait également eu la guerre, l'extrémisme. C'est très burlesque, on regarde ça tout de suite. Tu vas être journaliste ? Ouais. On va vérifier si tu as les aptitudes. Je vais te donner quelques infos et tu vas me dire comment tu les présentes dans les médias, d'accord ? Un blanc chrétien sauve des gens qui se faisaient attaquer par un OQTF. Son passé est trouble, on soupçonne d'être un extrémiste de droite. Un noir musulman sauve des gens qui se faisaient attaquer par le même OQTF. Pleine page. Photo avec le président de la République qui lui remet la Légion d'honneur. 20 degrés à Nice au mois de juillet. Alors, attention à ne pas confondre météo et climatologie et surtout, attention aux arguments des climato-sceptiques. 28 degrés à Nice au mois de juillet. Journée la plus chaude jamais enregistrée, là c'est urgent d'agir. Vous pouvez bien sûr aller voir la suite et l'intégralité de cette leçon de journalisme et vous abonner à la chaîne YouTube de Laurent Firode. Le lien est juste en dessous de l'émission, comme vous en avez l'habitude. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode d'Immédiat. On se retrouve la semaine prochaine. Jean-Yves, merci d'avoir été avec nous. Merci Floriane. Et on ne se quitte pas sans le portrait piquant qui est consacré cette fois-ci à Denis Oliven, un portrait très amusant comme vous en avez l'habitude, réalisé par Claude Cholet en partenariat avec Logim. N'oubliez pas, je vous le rappelle à chaque fois, même si parfois ça vous agace, je l'entends, mais c'est nécessaire pour l'algorithme de YouTube. Cliquez sur le pouce en l'air si vous le pouvez, c'est 2 petites secondes pour vous et pour nous, un résultat immense. Les commentaires également nous aident, donc n'hésitez pas, même si vous n'écrivez que référencement, ça nous fait plaisir et ça permet de gonfler un peu les scores de l'émission sur YouTube. Et puis vous pouvez également la partager si vous avez des personnes qui sont intéressées ou qui ont besoin d'être réinformées et d'avoir cette revue de presse fantastique qu'est Immédiat. D'ici là, on vous dit à très vite sur TVL. Bon portrait piquant. Aujourd'hui, nous allons parler de caméléon. C'est joli un caméléon. Ça change de couleur en fonction de l'environnement. Notre caméléon du jour, c'est Denis Oliven.
un excellent agent de relations publiques, entre autres pour lui-même. Denis Oliven est né en 1960 à Paris. Il est le fils d'Armand Oliven, psychiatre, et d'une mère psychanalyste. Il est le compagnon de l'ancien mannequin Ignès de la Fressange. Son oncle était Claude Olivenstein, fondateur d'un service spécialisé dans la lutte contre la toxicomanie. Très bonne scolarité. Lycée Henri IV, École normale supérieure, agrégation de lettres, Sciences Po, enfin l'ENA. Il intègre ensuite la Cour des comptes. Doté d'une sensibilité de gauche, il écrit des discours pour Laurent Fabius à la fin des années 80 et devient en 1992 le conseiller de Pierre Bérégovoy. Après des passages chez Air France, Numéricable, Canal, il arrive en 2002 au groupe Pinot, Printemps Redoute, pour devenir PDG de la Fnac. Début 2008, il quitte la Fnac pour rejoindre le Nouvel Observateur où il réalise une interview très remarquée et très favorable de Nicolas Sarkozy, alors chef de l'État. Début 2011, on commence à voir le tournis. Denis Oliven quitte le Nouvel Observateur pour le pôle information du groupe Lagardère, dont il vend une bonne partie des médias au Tchèque Daniel Kretinsky. Et il passe chez Kretinsky pour suivre les actifs de celui-ci. Encore plus fort, en 2020, Patrick Drahi le place à la tête du fonds qui chapeaute Libération. Le quotidien est alors subclaquant. Il est sauvé une fois de plus par un milliardaire, devinez qui ? Daniel Kretinsky, qui donne 1 million d'euros et en prête 14 à la société éditrice du titre. Comme l'a déclaré le trotskiste Henri Weber, à 15 ans, il était proche de la LCR, dans ce qu'on appelle les comités rouges. Il adorait se bagarrer contre les types de l'extrême droite. Fin de citation. Il aurait fait plus tard des pieds et des mains pour entrer dans un gouvernement sous Nicolas Sarkozy, ce qu'il a démenti. Considéré par tous ses amis comme charmeur et charmant, il défendra le politiquement correct à l'université d'été du MEDEF le 4 septembre 2009, je cite. Le politiquement correct, c'est quand même l'expression d'un progrès, de la civilité, de la sociabilité. C'est un fruit, un enfant est la condition de la démocratie. Par conséquent, le politiquement correct, c'est vital pour nos démocraties. Fin de citation. Membre du siècle, habitué de Bilderberg, membre de la French American Foundation, un grand patron le définit ainsi dans le Canard enchaîné du 8 décembre 2010. Je cite, « Il a adopté la tactique dite du nénuphar, telle la grenouille qui saute de plante en plante, et il se barre juste avant l'échec, juste avant que cela ne se voie. » Fin de citation. Entre grenouille et caméléon, on doit pouvoir s'entendre.